Le 24 avril 2023 a marqué une étape décisive pour l'humanité. Ce jour est entré dans l'histoire parce que pour la première fois, la Chine a cessé d'être le pays le plus peuplé sur Terre. L'ONU a déclaré ce jour-là que selon ses estimations démographiques, l'Inde était dorénavant le pays le plus peuplé de la planète. Aujourd'hui, près de 1,425 milliard de personnes vivent en Inde. Et d'ici 2050, on devrait approcher des 1,7 milliard. À l'écran, les futurs géants démographiques du 21e siècle. L'Inde, seul au sommet, loin devant la Chine, dont la population est en déclin. Une économie émergente, une puissance nucléaire discrète et un poids géopolitique de plus en plus important. L'Inde est ambitieuse et elle a raison de l'être. À présent, quelle est la nation la plus peuplée du monde? Réclamer un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies est d'autant plus justifié. Bon, on l'a compris, ça se passe très bien pour l'Inde sur la scène internationale. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à ce qu'il se passe à l'intérieur du pays. Parce que pour plusieurs centaines de millions d'Indiens, la réalité est vraiment très différente. Déjà, l'un des éléments les plus singuliers de la société indienne, c'est son système de caste, qui a eu des effets dévastateurs. On est très nombreux à en avoir entendu parler. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment ça marche et surtout les conséquences que ça a? L'Inde, en tant que démocratie, et donc dans son effort de respecter le principe d'état de droit, s'est attaqué directement à la réduction des inégalités, notamment celles induites par le système des castes. Mais malgré plusieurs tentatives, le système perdure. Alors ce système aussi conservateur des traditions, pourquoi ça marche aussi bien dans une Inde aussi moderne? Est-ce que ce système freine le développement de l'Inde? On t'explique tout dans cette vidéo. L'Inde occupe une place toujours plus importante dans le monde, et ça se ressent quand on lit ce genre d'article. 11 avril 2022, l'Inde veut jouer un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement alors que les entreprises quittent la Chine. 30 avril 2023, pourquoi le monde des affaires adore l'Inde en ce moment? 21 juin 2023, Mark Mobius, l'investisseur légendaire des marchés émergents, connu pour ses prévisions optimistes sur la Chine, se tourne à présent vers l'Inde. Et en même temps, la stabilité politique du pays joue en sa faveur. Depuis 2004, seuls deux premiers ministres ont gouverné l'Inde. Manmohan Singh du Congrès national indien et Narendra Modi du Parti indien du peuple. Donc, même si ces deux personnalités politiques ont chacune suscité leur lot de controverses, le fait est que cette stabilité, cette prédictibilité du pouvoir en place a beaucoup œuvré pour consolider la position de l'Inde sur les marchés internationaux et pour rassurer les investisseurs étrangers. L'Inde réunit toutes les caractéristiques d'une puissance en devenir. Une économie florissante, un arsenal militaire en voie de modernisation, un emplacement géostratégique à mi-chemin entre l'Occident et l'Extrême-Orient et des liens cordiaux avec Moscou et Washington. D'ailleurs, avec Beijing aussi. Compte tenu de la rivalité entre les deux puissances, ça aurait pu être bien pire. Mais il y a quand même un paradoxe entre sa montée en puissance et son organisation sociétale qui pourrait presque paraître rétrograde. En tout cas, pas à la hauteur de la modernité à laquelle New Delhi aspire pour son pays. Alors ces fameuses castes, elles marchent comment? En fait, dès lors que vous êtes un citoyen indien, c'est un ordre social auquel il est très difficile d'échapper. Une organisation de la société dont on peut remonter la trace à 3000 ans avant l'an 0. Donc il y a 5000 ans. Les Indiens et les Indiennes sont divisés en fonction de leur groupe social. Leur caste qui en plus est héréditaire. Donc c'est très difficile d'imaginer que quelqu'un puisse changer de caste de son vivant. À l'origine, ton appartenance à une caste était définie par ton varna. C'est du sanskrit et ça veut dire couleur. En revanche, cette couleur ne correspond pas à ton teint de peau, mais à ton statut social. Et cette classification conditionnait tous les aspects de ta vie. Les emplois que tu pouvais exercer, avec qui tu pouvais te marier, ton rôle dans la société, etc. etc. C'était une tentative de structurer administrativement la société. Les hindous divisent les gens selon leur vie passée. Au sommet se trouvent les brahmanes, les prêtres et les érudits. Ensuite, les kshatriyas sont les dirigeants et les soldats. Au-dessous d'eux se trouvent les vaishyas, c'est-à-dire les commerçants et les marchands. Et ensuite, les shudras, les serviteurs. Enfin, les dalits ou parias, qui sont les intouchables. Considérés comme impurs et sales, ils sont indignes d'appartenir à une caste. Par tradition, ils sont le maillot le plus faible. Rapport des Nations Unies sur les intouchables. Or, votre caste, elle vous est assignée à votre naissance.
Votre classe sociale, vos revenus, votre parcours de vie, ils sont prédéterminés. Après, l'extrait qu'on vous a tiré du rapport de l'ONU sur les intouchables, il ne mentionne que 4 castes. Mais en vrai, il y en a environ 3000, elles-mêmes divisées en 25 000 sous-catégories. Ensuite, il y a aussi le système de tribus, qui est une autre forme d'organisation de la société. Il y a aussi des groupes ethnico-religieux, comme les Sikhs, qui eux rejettent le système de caste. Vu la taille de la population indienne, ils sont pas très nombreux, environ 30 millions. Mais ils constituent un groupe important dans la diaspora indienne à l'étranger. Et puis finalement, il y a les intouchables qui constituent la pire des castes. Les intouchables sont prédestinés à réaliser les tâches ingrates avec lesquelles le reste de la société ne veut pas s'associer. L'un des nombreux problèmes qui en découlent, c'est le coût d'opportunité. L'ascenseur social, il est complètement paralysé. La bonne nouvelle, c'est que ce système déshumanisant est en déclin. Mais la société indienne n'est pas encore parvenue à s'en débarrasser complètement. D'ailleurs, pour de très nombreux Indiens, le système de caste reste un obstacle insurmontable et surtout, l'Inde elle-même en pâtit. D'ailleurs, pour de très nombreux Indiens, le système de caste reste un obstacle insurmontable et surtout, l'Inde elle-même en pâtit. Alors ce système, quand est-ce qu'on a compris qu'il n'était plus viable et comment a-t-on essayé de le supprimer? Chapitre suivant. Une lutte de longue haleine. Le système de caste était si ancré dans la société indienne que même le Raj britannique, le régime colonial, en a tenu compte dans son mode de gouvernance. Les administrateurs coloniaux attribuaient les postes au sein de la fonction publique en fonction de la caste des candidats. Par contre, en 1920, la puissance coloniale a progressivement abandonné ce système, surtout que les injustices qui en découlaient nourrissaient le ressentiment envers la couronne britannique, en passant à une aversion qui est tout à fait compréhensible. Naître pauvre et ne même pas pouvoir prétendre à une vie meilleure. La dignité et l'espoir, c'est tout ce qu'il reste à ceux qui n'ont rien. Donc si en plus on leur enlève ça, bref, en 1947, quand l'Inde obtient son indépendance, elle se penche sur une constitution. Adoptée en 1950, elle aborde la question des castes dans ses articles 15 et 17. L'État ne doit pas discriminer contre un citoyen sur la base seulement de la religion, de la race, de la caste, du sexe, du lieu de naissance ou de tout autre critère. Article 15 de la Constitution indienne, 1950. Et donc l'article 17 compte aussi énormément. Il abolit le principe d'intouchabilité en éradiquant sur le papier la discrimination sociale et en mettant fin à l'exploitation des intouchables. L'intouchabilité est abolie et il est interdit de l'observer sous quelque forme que ce soit. Article 17 de la Constitution indienne 1950. Ces années-là marquent la fin de 2 siècles de colonisation, la naissance d'une nation. Or, c'est l'élite qui a écrit cette constitution. Une élite politique, économique, sociale et donc les castes les plus nobles. Et elles n'ont pas hésité à pointer ce système du doigt. Donc même les privilégiés, ceux à qui ce système profite, le dénoncent. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire. Ça fait plusieurs décennies que les gouvernements successifs tentent de démanteler ce système de caste, mais il est cimenté dans les traditions culturelles et dans l'organisation de la société. En 1955, en plus de l'article 17 de la Constitution qui abolit l'intouchabilité, le Parlement indien adopte une loi sur la protection des intouchables. Toute discrimination fondée sur la caste pour barrer l'accès à l'éducation ou à un espace public est sévèrement punie. Puis, en 1976, le champ d'application de cette loi a été élargi. La loi est rebaptisée par la même occasion, elle devient la loi sur la protection des droits civils. En 1979 est créée la commission Mandal qui améliore les opportunités de représentation de certaines communautés auparavant marginalisées. Elle doit son nom à Babu Bindeshwari Prasad Mandal, un homme politique issu d'une des castes les plus puissantes du pays. Il avait reçu du premier ministre Morarji Desai en personne la mission d'enquêter sur la question de la répartition des emplois gouvernementaux en fonction du statut social et économique. Cette commission, elle devait permettre de statuer sur l'efficacité de la discrimination positive en faveur des castes marginalisées pour contribuer à l'abolissement de ce système. Le rapport, il fut remis en 1880 à la première ministre de l'époque, Indira Gandhi, la fille de Nehru, le premier ministre de l'Inde indépendante. Le débat politique et social qui s'en est suivi a été féroce. En gros, le rapport considérait que malgré les dispositions légales qui avaient été prises à son encontre, le système des castes restait tout puissant. Il condamnait des centaines de millions de personnes à vivre dans la misère et dans les conditions les plus abjectes.
Au final, on parlait quand même de 50% de la population indienne qui vivait soumise à un système qui les rejetait. Donc, pour inverser cette tendance, la commission Mandal a formulé plusieurs recommandations. Déjà, jouer sur les quotas et réserver au moins 27% des emplois publics et des inscriptions dans l'enseignement supérieur aux membres des castes les plus défavorisées. Le problème, c'est qu'un plan pareil, ça représente des investissements très importants. Mais surtout, il faut convaincre ceux qui s'y opposent et qui craignent d'être lésés. Donc, il y a eu un certain délai entre la formulation de ces recommandations et l'adoption des mesures pour remédier à cette situation. En 89, le pays adopte la loi sur la protection des droits des Dalits et des tribus, qui prévoit des mesures de protection pour lutter contre la discrimination de caste. Mais faut attendre 90, soit 10 ans après que le rapport ait été remis aux autorités, pour voir le gouvernement appliquer les recommandations de la commission Mandal. Ceux qui s'y opposaient, très nombreux, ont argumenté que cette réforme tuerait la méritocratie indienne. Le débat a été si houleux que les manifestations ont éclaté un peu partout dans le pays. La situation a contribué à la descente aux enfers du Premier ministre qui a fini par démissionner quelques mois plus tard dans un contexte de crise politique et sociale. Alors malgré les demandes répétées de leurs opposants, les autorités n'ont pas déclaré de moratoire concernant les mesures de discrimination positive et de quotas. Elles sont restées en place même si la Cour suprême a été sollicitée pour statuer. Celle-ci a d'ailleurs déterminé qu'il était nécessaire de les encadrer en créant la Commission nationale des classes en retard. Cette commission devait mettre l'accent sur les mesures éducatives et sociales et servirait à tout futur gouvernement de plateforme de lutte contre les discriminations de caste. Donc depuis des années, l'État a tous les outils juridiques et exécutifs pour lutter contre le système de caste. Alors, est-ce qu'il a réussi pour autant à l'éradiquer? Le système de caste continue-t-il de sévir? Chapitre suivant. Les castes au XXIe siècle. Bon, que 5 décennies n'aient pas suffi à revenir sur plus de 3000 ans de tradition, c'est pas si surprenant que ça. En 2011, lors d'un recensement sur leur statut socio-économique, on s'est rendu compte que 4 Indiens sur 10 appartenaient à des castes considérées comme inférieures. Les castes les plus défavorisées et donc les plus discriminées représentaient près de 30% de la population. Donc ça fait déjà 7 Indiens sur 10 qui sont marginalisés. En fin de compte, seules les castes intermédiaires sont celles qui ne souffrent pas de préjugés. Dans certains cas, on pourrait même considérer qu'elles ont des privilèges. Donc en 2011, 3 Indiens sur 10 appartenaient à cette catégorie, et ce au détriment du reste du pays. Alors, petite précision, c'est pas systématique, mais souvent, les castes et les tribus répertoriées sont souvent associés aux groupes qui ont été historiquement victimes de discrimination, d'exclusion sociale et de privation économique. Donc, on vous parlait de 2011, mais en vrai, il n'y a pas besoin de remonter aussi loin. En 2021, les choses n'allaient plus si mal, même si le système de caste continuait de peser fortement sur la société indienne, notamment sur l'indice de pauvreté. Déjà, les castes les plus défavorisées continuent d'avoir un faible accès aux soins, à une alimentation correcte, au logement digne et même à l'eau potable. L'écart entre la classe moyenne et les plus marginalisés ne s'est toujours pas refermé, et c'est en grande partie lié au maintien des castes. Au total, en Inde, 5 personnes sur 6 en situation de pauvreté multidimensionnelle vivent dans des ménages dirigés par une personne appartenant à une tribu répertoriée, à une caste répertoriée ou à une autre classe défavorisée. Indice de pauvreté multidimensionnelle IPM 2021. Depuis tout à l'heure, on vous parle de pourcentage, mais concrètement, ça donne quoi? Eh bah, sur 1,4 milliard d'Indiens, plus d'1 milliard de personnes font face à des difficultés plus ou moins graves juste à cause de leur ascendance, de la caste dans laquelle elles sont nées. On ne parle pas de leur héritage ou de leur capital socio-économique de départ. Après tout, c'est le propre de tous les humains qui naissent sur cette planète. Le véritable drame, c'est qu'à cause de leur caste d'origine, il n'y a pas de mobilité verticale. Ils ne peuvent pas espérer briser le plafond de verre et gravir les échelons sociaux, professionnels et politiques uniquement du fait de leur propre mérite. Et il est ici le point clé de cette vidéo. Le principal problème de ce système, malgré tous les efforts entrepris par le gouvernement pour lutter contre la discrimination de caste, c'est que ce système entraîne la perte de capital humain, une composante essentielle pour le développement d'un pays. Les gars, c'est mais alors très clair. Le système de caste a un coût d'opportunité énorme pour l'Inde, mais aussi pour le reste de la planète. Un potentiel bridé.
Les inégalités liées aux castes, on les remarque surtout dans le système éducatif, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Les 3/4 des élèves appartiennent aux castes et aux tribus les plus défavorisées ou aux intouchables. A priori cool, non? Et bah c'est tout le contraire en fait. En toute logique, les ménages les plus pauvres ont plus d'enfants que la moyenne. Donc déjà, premier indice du lien entre caste d'appartenance et niveau de pauvreté. Ensuite justement, la pauvreté liée à la caste d'origine, on insiste, conditionne les performances scolaires. Le taux d'échec est plus élevé pour les castes les plus défavorisées. Donc encore une fois, énorme coût d'opportunité. Alors d'accord, avec le temps, ça s'est progressivement amélioré. Mais les inégalités, elles sont encore très fortes. C'est là qu'on fait face à un vrai paradoxe. D'une part, l'Inde est selon l'UNESCO le pays qui compte le plus grand nombre d'élèves dans le secondaire. Elle a presque doublé la Chine, ce qui est logique puisque là-bas, la politique de l'enfant unique a vraiment imprimé sur la société. C'est une excellente nouvelle en soi. Un meilleur accès à l'éducation se traduit généralement par de meilleurs emplois et un développement plus rapide. L'Inde est aussi l'un des premiers pays au monde en termes de carrières universitaires de type STEM, c'est-à-dire dans les sciences, la tech, l'ingénierie et les mathématiques. Regardez, le souci c'est que du fait de leur caste et de leurs conditions socio-économiques, il est hautement probable que près de la moitié des lycéens ne pourront pas accéder à l'enseignement supérieur ou à une formation professionnalisante. Vous imaginez ou pas le gâchis ? Le comble, c'est que ce système de caste est tellement enraciné dans la société indienne qu'il est reproduit au sein de la diaspora à l'étranger. Et ouais, même la Silicon Valley en a fait les frais. Les ingénieurs indiens ont prospéré dans la Silicon Valley. Il en va de même pour son système de caste. Comment la high-tech importe l'héritage de caste de l'Inde dans la Silicon Valley. L'année dernière, un diplômé dalit de l'IT Bombay a déposé une plainte aux États-Unis contre Cisco Systems Inc. et 2 de ses pairs, affirmant qu'il avait souffert de discrimination fondée sur la caste. Alors oui, ce sont peut-être des cas isolés, peut-être pas, on n'en sait pas grand-chose en réalité. Mais ces dernières années, la question revient de plus en plus fréquemment devant les tribunaux étrangers, notamment aux USA. Perso, on trouve ça assez symbolique. On pense que cette exception culturelle, elle s'est exportée notamment grâce aux Indian Institutes of Management et les Indian Institutes of Technology. Ces centres universitaires ont été créés dans les années 60 par le gouvernement indien pour y former ses meilleurs administrateurs d'État et ingénieurs. C'est un peu l'équivalent des grandes écoles françaises, style HEC, ENA, Polytechnique ou Centrale. Et bah, même si ces établissements ont réservé des quotas pour les candidats issus des castes les plus défavorisées, ça n'empêche que l'écrasante majorité des étudiants est issue des castes les plus prestigieuses. Et une grosse proportion des alumni de ces établissements supérieurs partent travailler à l'étranger et occupent des fonctions importantes, d'où la reproduction de ce système de caste à l'étranger. Bref, vous l'avez compris, l'État a beau avoir adopté une série de lois pour lutter contre le système de caste, il reste omniprésent dans la société indienne. Les ménages appartenant aux castes les plus défavorisées représentent une majorité silencieuse. Ils sont plus pauvres, leur taux d'échec scolaire est plus élevé, leur horizon professionnel plus limité. Pour beaucoup, la caste c'est un stigmate, c'est un symbole d'infériorité et d'injustice qui va les accompagner toute leur vie. Évidemment, les conséquences sont multiples et graves. Inégalité, pauvreté, frustration, troubles sociaux, un phénomène très inquiétant dans un pays de 1,4 milliard d'habitants. Après, ce ne sont pas les seules injustices sociales que l'Inde doit surmonter. Elle a un problème de nationalisme, de populisme et surtout de sexisme et d'islamophobie. Les victimes de crimes de haine raciale ou religieuse ou de féminicide se comptent par dizaines de milliers et le Premier ministre actuel, Narendra Modi, jette de l'huile sur le feu. Bref, l'Inde n'est pas encore sortie de l'auberge. Maintenant, à toi de nous partager ton avis. Quelle est ton opinion sur le système de caste? Est-ce qu'on doit réellement le supprimer ou ferait-on mieux de l'encadrer? Et si c'est bien d'un démantèlement qu'on parle, alors quel est le meilleur moyen d'y parvenir? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la faire tourner, à la liker et à t'abonner pour pas louper les prochaines. Allez, prends soin de toi et à la prochaine. Namasté.